La recrudescence des grossesses non désirées en milieu scolaire au Burkina Faso a atteint des proportions inquiétantes ces dernières années. Le sujet, selon le ministère en charge de l'Éducation nationale, entre 2010 et 2013, plus de 1500 cas de grossesses non désirées ont été constatés dans nos établissements scolaires. Le sujet mérite donc qu'on en parle. C'est pourquoi cette émission a été initiée ce soir même à BF1. C'est en direct. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la chaîne Au cœur de nos défis. Restez surtout câblés parce que vous aurez la possibilité de partager vos expériences dans cette émission. Sur ce plateau avec moi pour parler de ce sujet lié aux grossesses non désirées en milieu scolaire, nous avons le docteur Isaka Compaoré, médecin de santé publique. Il est de la direction de santé de la famille. Il représente ici le ministère de la Santé. Merci, docteur, d'être venu. Également sur ce plateau, l'honorable Laurence Ilboudo Marshall, bien connue du public burkinabé. Elle représente le réseau des parlementaires Femmes et Développement. Honorable, bienvenue à BF1. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Également sur ce plateau, il y a l'Institut supérieur des sciences de la population, ISSP, de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, c'est un long nom. Monsieur Idrissa Kaboré, il est chercheur démographe, spécialiste en santé de la reproduction. Monsieur Kaboré, bienvenue. Merci. Et pour terminer sur ce plateau, ceux qui ne pouvaient même pas échapper à cette émission, le MENA, le ministère en charge de l'éducation nationale, et le MENA est représenté par Mme Rasmata Ouedraogo. Elle est directrice de la promotion de l'éducation inclusive des filles et du genre. Merci, madame. Bonsoir. Et aussi ce public de qualité qui vient apporter une plus-value à cette émission. Il y a des représentants d'organisations de la société civile, aussi bien au plan national qu'international. En tout cas, c'est des personnes de qualité qui nous accompagnent autour de cette émission. Grand merci à vous tous d'avoir fait le déplacement ce soir à BF1. Parlant de grossesse non désirée en milieu scolaire, on ne peut rentrer dans le vif du sujet qu'en balisant le terrain, en donnant un peu l'état des lieux. Où est-ce que nous en sommes avec ces grossesses non désirées? Une équipe de BF1 a fait un tour dans la ville de Ouagadougou pour recueillir tout simplement ce que les populations elles-mêmes pensent du sujet. Et on va suivre cet élément avant de revenir sur le plateau. Les grossesses non désirées en milieu scolaire, c'est trop, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Et cette situation, elle est causée par d'énormes causes. Parce que, de un, je vois, comme je le disais, il y a certaines filles qui veulent s'habiller au-delà de leurs moyens. Et je pense que cela n'est pas normal. Parce que quand tes moyens ne t'amènent pas à quelque part, il ne faut pas forcer. Faut pas forcer. En ce moment, tu vas t'adonner à certaines pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Bon, je dirais que nos parents, ils font du sujet de la sexualité un tabou. Ils n'en parlent pas. Donc voilà, les filles, elles sont laissées à elles-mêmes. À l'école, c'est pas évident que non, certes, on va en parler, mais ça sera pas le cas comme si c'était une mère et puis une fille qui se sont assises. Elles vont essayer d'en parler. La maman va lui dire, ah ma fille, à tel âge, si tu commences à voir tes règles, tu dois déjà dès lors commencer vraiment à comment dirais-je, à faire attention avec les garçons. Moi je peux dire, c'est au niveau de la musique aussi qui fait tomber les filles. Il y a certains morceaux, quand toi-même tu vois ça à la télé, bon, tu as envie de faire des conneries. On peut dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Hein. Déjà, il y a une question d'éducation derrière cette affaire. Alors, il y a aussi les mauvaises fréquentations.
Voilà. Quand on n'est pas assez informé, quand on ne prend pas l'information juste, ou quand on se laisse manipuler par les amis, en tout cas des mauvaises fréquentations, comme on le dit, voilà, on peut tomber dans ce fléau. Moi, mon point de vue, c'est l'abstinence. C'est d'abstenir tranquillement et puis chercher ce que toi tu veux à l'école. Les garçons n'en finissent pas, les filles, même chose. Premièrement, il va falloir que les parents en parlent avec les enfants. Faut pas en faire un sujet tabou. Faut être ouvert, faut en parler avec les enfants. Là, ils sauront quoi s'y faire. Les enfants, quant à eux, faut pas dire que non, j'ai vu ça à la télé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, je vais aller essayer voir. Non, il va falloir qu'ils enlèvent ces idées de leur tête. Moi, je propose aux parents de vraiment, comment dirais-je, conseiller leurs filles, les conseiller vraiment. Voilà, il faut faire savoir à ton enfant que, ça dit, chaque chose a son temps. Voilà un sujet qui fait beaucoup parler. Le ministère en charge de l'Éducation nationale, certainement que les téléspectateurs et autres populations ont des chiffres, mais au niveau du ministère, vous devez avoir plus de chiffres, encore plus précis. Est-ce que la situation à votre niveau, c'est quoi, les grossesses non désirées? Bien, merci. Au niveau donc du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire est préoccupant et nous essayons donc de collecter les données irrélatives et plus ou moins on arrive à avoir des statistiques chaque année. Et quelles sont ces statistiques? Et, par exemple, pour l'année scolaire écoulée pour la région du centre-ouest à Koudougou, entre octobre et mars, on avait pu recenser 382 cas de grossesse, mais l'investigation n'avait pas pu toucher tous les établissements. Et si nous allons une année plus tôt, par exemple, dans la région du centre, on avait pu enregistrer sur une petite partie des établissements, on avait pu enregistrer 171 cas de grossesse. Et pour dire que c'est un phénomène qui est présent et que nous essayons donc de résoudre. Mais pour la collecte des données, on cherche encore nos marques. Mais pour l'instant, en 2014-2015, il n'y a pas de chiffres globaux qui rassemblent un peu tout ça à votre niveau? 2014-2015. Bon, alors, ce que j'ai sous la main actuellement, parce que bon, les chiffres, on ne peut pas tous les retenir. Par exemple, pour l'année scolaire 2013-2014, nous avons pu, ce qu'on a pu relever dans les 13 régions, nous sommes à 2300 environ de cas de grossesse en milieu scolaire. C'est beaucoup, ça? C'est même trop? C'est beaucoup. D'accord. Ouais. On va voir au niveau de l'ISSP, vous vous intéressez également à la question. À votre niveau, quel est le regard? La situation pour vous, c'est quoi? Merci. Je crois que d'entrée de jeu, il faut dire que l'ISSP ne travaille pas sur les grossesses non désirées en milieu scolaire, mais c'est de façon générale les questions de santé de la reproduction concernant l'ensemble de la population. Maintenant, peut-être que par rapport aux données que nous collectons, on peut avoir un regard sur ceux qui sont dans un système éducatif. Sinon, de prime abord, c'est de façon générale ce qui concerne la population que nous investiguons. Et en 2009, d'abord depuis 2000, et les questions de grossesse non désirée, d'avortement, constituaient une préoccupation pour l'ISSP. On avait conduit une première opération de collecte pour essayer d'estimer les avortements, les grossesses non désirées qui aboutissent en général à des avortements. Et après cette première expérience, on a réitéré l'expérience en 2009. Et c'était l'ensemble du Burkina qui était concerné. Et à l'issue de cette étude, on avait pu estimer, vous avez dû le remarquer dans la presse, qu'au niveau du Burkina, on avait près de 105 000 avortements.
donc qui sont en fait des résultats de grossesse non désirée. Mais si on se réfère aux grandes opérations de collecte réalisées par l'INST, telles que les enquêtes démographiques et de santé, et là-dedans aussi on a des volets où on arrive à estimer la part des grossesses non désirées concernant l'ensemble de la population. Donc sur une année, pour l'ensemble des femmes en âge de procréer, on peut estimer que un tiers des grossesses sont des grossesses non désirées. Un tiers. Un tiers. Ah, okay. Voilà. D'accord, on va nous intéresser un peu au ministère de la Santé. L'aboutissement de tout ça, c'est vous. À terme, c'est l'accouchement et vous devez également percevoir un peu la situation. Merci d'abord pour la parole et l'occasion à nous donner pour justement cette émission. Donc, le ministère de la Santé, évidemment, est au centre de cette question, parce que l'aboutissement, vous avez dit, c'est le ministère de la Santé. C'est une question assez importante, parce que les grossesses en milieu scolaire, c'est un défi assez énorme. Ce n'est pas seulement pour le ministère de l'Enseignement, c'est également une question de développement, tout simplement. Voilà. Et pour cela, le ministère a déjà, depuis les années 2004 déjà, entrepris des activités en fait, dans ce sens. D'accord. On en viendra certainement. Mais au niveau du ministère de la Santé, est-ce qu'il n'y a pas des bases de données qui vous permettent déjà de voir un peu combien de filles qui arrivent à votre niveau, quelque chose comme ça? Oui, je crois que là, il faut déplorer le fait que déjà, dans le système de l'information sanitaire, je commence déjà par le registre au niveau des services de consultation. Il n'y a pas de désagrégation qui prend en compte la tranche d'âge adolescente et jeune. C'est-à-dire, nos registres s'arrêtent à partir de 15 ans. On dira toujours 15 ans et plus. Bon, si je peux continuer, je crois qu'on a un projet et c'est pour avant la fin de cette année, en fait, parce que c'était l'année passée déjà qu'on devait le faire. On a raté en tout cas d'arriver à cette activité. Mais si on y arrive, d'ici la fin de l'année, on pourra avoir justement, même dans l'entrepôt de données, justement cette désagrégation, pour pouvoir justement avoir des données plus fiables. Ce que nous avons au niveau du ministère de la Santé, c'est des données parcellaires, j'allais dire, des enquêtes par-ci, des études d'étudiants par-là. Voilà, c'est ce que nous avons. D'accord, merci. Tout problème a forcément une cause. Donc, les grossesses non désirées en milieu scolaire, il y a certainement des causes. Nous avons l'honorable député avec nous. Vous vous intéressez dans votre réseau aux questions de femmes. Donc, les grossesses non désirées en milieu scolaire, c'est aussi votre affaire. Tout à fait. En termes d'explications, chez vous, quelles sont les explications que vous trouvez à ce fléau-là? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a des explications? C'est une situation qui est là, que nous avons tous constaté. À un moment donné, nous avons été interpellés en tant que femmes politiques parce qu'il y avait beaucoup de cas de grossesse non désirée en milieu scolaire. C'est dû à quoi? Je pense que c'est dû d'abord à la précarité des enfants qui vont dans ces milieux-là, des enseignants, parce que nous voyons aussi que la paternité revient beaucoup aux enseignants qui n'arrivent pas à monter, qui n'arrivent pas à aller au-delà de leur fonction d'enseignant. Et aussi, il y a des grossesses entre élèves, parce que aussi les enfants, ils pensent que c'est un jeu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants aussi ont banalisé tellement le sexe qu'ils en font un jeu, et c'est un jeu qui, deux fois, pénalise beaucoup les jeunes filles. D'accord. On a Médecins du Monde avec nous dans le public qui intervient. Oui. Vous avez fait une étude là-dessus, en milieu rural et en milieu urbain. Quels sont les résultats auxquels vous êtes aboutis? Oui, c'est vrai que l'ONG... Il faut vous présenter d'abord. Oui, je suis docteur Koulibaly Sinaré, médecin, coordinateur médical de l'ONG Médecins du Monde France au Burkina Faso. Médecins du Monde France au Burkina a réalisé 3 études, dont 2 sur les déterminants socio-culturels et communautaires des grossesses non désirées, une à Djibo, l'autre à Ouagadougou, dans les districts sanitaires de Bogodo. Et une autre étude également sur la prévalence des méthodes contraceptives à Djibo. Donc, on s'est rendu compte qu'au départ, en 2015, la prévalence des méthodes contraceptives était de 18%. Et après 3 ans de projet, actuellement, c'est autour de 25%.
quand on regarde les études sur les déterminants socio-culturels et communautaires, plus l'expérience du projet sur le terrain, nous conduisons un projet prévention et prise en charge des grossesses non désirées, santé sexuelle et de la reproduction. C'est-à-dire on a généralement beaucoup de projets sur la santé sexuelle de façon élargie et nous on a décidé de se focaliser vraiment sur les grossesses non désirées. Donc quand on associe l'expérience terrain de notre équipe plus les études, on arrive à dégager au moins 5 niveaux où on peut trouver des explications sur les grossesses non désirées. Le premier niveau, c'est d'abord l'accessibilité géographique des formations sanitaires, puis tout tourne déjà aux besoins non satisfaits en méthodes contraceptives qui favorisent aussi les rapports non protégés à l'origine de grossesse. Donc quand on regarde les facteurs qui sont à l'origine de ça, dans les districts, dans la région du Sahel de façon générale, il faut 10 km en moyenne pour accéder à une formation sanitaire. Donc déjà ça décourage pour accéder à une formation sanitaire pour avoir des méthodes contraceptives, 10 km. Ensuite, actuellement, par exemple, il pleut, il y a des formations sanitaires qui ne sont pas accessibles, la route, il y a de l'eau. Le deuxième facteur maintenant d'accès, c'est l'accès financier. C'est un peu sorti dans votre micro-trottoir. L'accès financier qui est que même les méthodes contraceptives, elles sont payantes. Les jeunes et adolescents n'ont vraiment pas souvent de quoi les acheter, alors qu'elles devraient avoir accès aux méthodes de leur choix. Et derrière le problème financier, vous avez aussi le besoin, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits par les moyens de leurs parents et ça les amène à vouloir chercher ça moyennant d'autres avantages que les partenaires vont demander, qui les rendent vulnérables aux grossesses non désirées. Je vais rapidement aux autres facteurs qui sont les facteurs socio-culturels. Dans la communauté, il y a des préjugés sur les méthodes de contraception. Si tu prends telle méthode, tu ne pourras plus faire des enfants, ça va te rendre malade. Et également, les jeunes ne doivent pas faire des rapports tant qu'ils ne sont pas mariés. Il y a la pression aussi de la communauté en te disant, toi jeune, la religion et tout ça. Et il y a l'individu lui-même et il y a le genre. La femme peut vouloir les méthodes alors que son compagnon lui met la pression et elles n'ont pas le même pouvoir face donc à la décision et à l'argent. Il y a maintenant l'organisation et le fonctionnement du système de santé. Le système de santé n'offre pas de services spécifiques adaptés aux besoins des jeunes et adolescents. Imaginez la petite fille qui doit faire le rang avec sa tante pour chercher des méthodes contraceptives. Les regards sur elle, elle-même, quand elle réfléchit, elle va s'éclipser lentement et pour être exposée par la suite. Donc il y a une discrimination et une stigmatisation. Donc la plupart, je pense que Médecins du Monde France conduit un projet vraiment basé sur le plaidoyer, notamment d'avoir des services adaptés aux besoins des jeunes. Dernier point, c'est l'éducation. Je pense que c'est pour ça que vous avez invité le ministère de l'Éducation. L'éducation à la fois à l'école, à la maison, qui donne l'information. Je termine effectivement par un point où quand on a fait un focus jeune dans un établissement en demandant à des filles mères dans certains établissements pourquoi vous êtes dans cette situation et je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour ne pas tomber enceinte. L'accès même à l'information des méthodes contraceptives ne sont pas garantis dans toutes nos localités. Donc ça veut dire que les défis sont immenses. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais on va revenir à madame au niveau du MENA. Honorable vous a fait un clin d'œil. On a ressorti les questions financières et vos enseignants, c'est eux qui influencent les enfants pour les enceinter. Bien, merci. C'est vrai que les causes sont multiples, des recherches ont été menées et même au niveau donc, de l'éducation, donc, il y a eu des recherches qui ont été menées, notamment en 2009, nous avons eu à réaliser une étude avec l'appui de l'UNICEF sur le phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire et le cas les phénomènes des évanouissements. C'était ces deux phénomènes liés et nous sommes arrivés à des conclusions et certaines des conclusions ont été dites tantôt. C'est l'ignorance ou bien l'accès à l'information au moment utile, c'est cela. Bon, quant aux auteurs des grossesses, effectivement, on en recense à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et bon, les études, généralement, ne s'étalent pas tellement sur cela. Les enseignants s'en défendent, mais les élèves aussi. Et pas plus tard que l'année scolaire écoulée, nous avons dû aller dans un lycée dans le Burkina, le centre-ouest par exemple,
nous avons un établissement où il y avait 25 cas de grossesse précoces et non désirées, et la moitié les géniteurs étaient parmi les élèves. La moitié, donc l'autre moitié, ce sont les enseignants. Voilà. Attention, je ne dis pas cela. C'est parmi les élèves. Donc il ne faut pas. Quand je dis que les autres. Et l'autre moitié? Bon, ce qui est sûr, c'est pour dire que ce n'est pas seulement les adultes qui sont les auteurs donc, de ces grossesses non désirées. Même si on a... Et quand je dis les adultes, bon, je voudrais bien qu'on mette un peu de bémol, ce n'est pas seulement les enseignants, quoi. Parce qu'effectivement, lors de cette étude, il est ressorti qu'il y a un certain nombre d'activités des petites économies là, génératrices de revenus, comme les activités minières par exemple. Et là, vraiment, on recrute donc beaucoup de génie. Enfin, c'est comment on dit, c'est ça le mot? Voilà, enceinteur. Ok. Bon, alors, en tout cas, d'auteurs de... Là, ça ressemble un peu à la prostitution, je ne sais pas. Bon, on pourrait le dire, mais pour moi, il y a plusieurs causes, effectivement, au niveau même de la jeune fille. Ça peut être, effectivement, comme c'est ressorti dans la recherche de gains faciles, mais nous l'avons dit, il y a l'ignorance. Et puis, l'inaccessibilité à l'information au moment opportun. Parce que c'est vrai que au niveau de l'éducation, les curricula prennent en partie certains aspects donc, de la santé et de la reproduction, mais à des moments peut-être qui ne sont peut-être pas encore proposés. D'accord, là aussi c'est encore votre problème. On a le professeur Charmagne Ouedraogo avec nous. Professeur, il faut que vous puissiez nous dire quelque chose sur les causes en quelques secondes. Alors, merci. Avant qu'on passe à une autre étape. Merci beaucoup. Je représente la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina ici. Alors, parmi les causes, vous les avez déjà évoquées, c'est multifactoriel. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre une seule cause et l'en attribuer. Ça commence d'abord au niveau de la famille. Vous savez bien que l'élève qui a été interrogé a bien disséqué le problème. Les parents n'en parlent pas. Vous ne pouvez pas demander à l'État, notamment aux établissements, d'éduquer plus votre enfant que vous. Ce n'est pas possible. Ça commence d'abord dans la cellule familiale. Si vous en faites un tabou, le temps que l'éducation en consacre au niveau de l'école est très faible, donc il appartient aux parents déjà d'amorcer et de discuter des questions de sexualité avec l'adolescente dès qu'elle commence la puberté. D'accord, voilà. On y viendra certainement. Et on va revenir sur notre plateau avec le ministère de la Santé. Quand on parle de grossesse non désirée, il y a forcément des conséquences. Au ministère, au niveau de la Santé, vous voyez les conséquences là directement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous rencontrez? Je crois que les conséquences, tout à l'heure, j'ai failli les aborder. Je crois que il y a des conséquences qu'on peut classer immédiates et à long terme. Il y a des conséquences également qu'on peut les classer également en personnel, donc pour l'individu elle-même, la fille en général, parce que les jeunes garçons sont plus ou moins épargnés. Quand bien ils sont responsables, il faudrait les prendre en compte quand on va parler de la formation, l'éducation, la prise en charge. Également la famille qui va subir et la société tout entière qui va subir également. Au niveau de l'individu, sur le plan immédiat, c'est la grossesse qui va déjà limiter l'accès. À votre niveau, au niveau oui. de la santé, on veut parler du corps, du physique. Oui, les conséquences. Les conséquences, c'est vrai que très souvent, c'est sur des corps. On va revenir au professeur. Oui. Voilà, ben déjà, il va... Voilà, je crois qu'il va mieux répondre probablement. D'accord. Voilà. Donc, on passe la parole au professeur, surtout que le professeur représente les gynécologues. Les gynécologues, voilà. Alors, il faut dire que de façon théorique, nous abordons la question de façon théorique et ce que nous voyons tous les jours à l'hôpital et dans les hôpitaux de référence. De façon théorique, vous savez très bien que la période de l'adolescence est une période de transformation de l'enfant, la jeune fille, en fille adulte. Donc, c'est un organisme fragile, immature. Et si cet organisme-là rencontre la grossesse et les complications, il y aura plus de problèmes. Et en pratique, nous rencontrons plus d'indications de césarienne parmi donc, ces filles qui sont enceintes
Nous rencontrons également plus de mortalité maternelle significative dans cette tranche d'âge et les complications obstétricales sont encore plus sévères. Donc ça vient alourdir le fardeau que nous rencontrons déjà. C'est pour cela que la période de l'adolescence n'est pas une période indiquée pour porter une grossesse. D'accord. Merci, professeur. C'est concis et c'est encore précis. On a les sages-femmes avec nous, la représentante. C'est toujours de ce côté. Oui, le professeur a parlé, mais c'est vous qui recueillez parfois les enfants. Quand il s'agit d'adolescents qui doivent donner un enfant, la difficulté à votre niveau. Il faut dire, hein, parce que c'est aussi le manque de communication qui fait qu'on ne découvre pas. Il faut dire les mots, ça va passer. Ok, bonsoir, je suis Madame Sia Sanata et je représente l'association des sages-femmes et maïticiennes du Burkina. Et il faut dire que le professeur a déjà tout dit et nous, bon, c'est les sages-femmes qui font les accouchements. Et le professeur a déjà tout dit parce que pour ces genres de cas, généralement, ça aboutit à la césarienne. À la césarienne pour bassin immature. Vous vous imaginez qu'une fille de 13 ans... Donnez-nous des termes simples. Hein? Oui. Vous vous imaginez une fille de 13 ans, oui. Elle n'aura pas vraiment les os du bassin bien solides qu'une femme de 30 ans, 25 ans qui accouche. Donc, on aboutit... En un mot, l'enfant ne peut pas passer. En un mot, l'enfant ne peut pas passer. Donc, c'est rare qu'il y ait des accouchements voix basse chez les adolescentes. C'est la césarienne. Oui. D'accord, merci. On va revenir avec le MENA. Il y a aussi cette conséquence-là hein, au niveau des résultats scolaires. Ça vous touche sérieusement. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est un des gros obstacles justement à la promotion de l'éducation des filles, parce que très vite, elles tombent enceintes, alors que ce n'est pas un moment... en tout cas, ça contribue justement à les déscolariser, soit pour performances qui sont faibles, parce qu'à cause de l'absentéisme, ou bien elles sont même souvent stigmatisées et décident d'abandonner, ou bien encore elles sont victimes de mariages précoces, parce qu'elle est tombée enceinte. Voilà, donc c'est la question... Ça a un effet sur le garçon, si toutefois le garçon c'est un élève, lui aussi il est perturbé. Bon, peut-être que oui, mais dans la réalité... Généralement, c'est la fille qui en pâtit plus. Parce que, imaginez, lorsque ses camarades, par exemple, se moquent d'elle, comme je vois sur l'image ici, ce n'est pas le garçon. Généralement, c'est la fille qui porte la grossesse et c'est elle qui est le plus stigmatisée. C'est elle qui vit les malaises et c'est elle qui, effectivement, n'arrive pas à suivre les cours et qui est absente. Et donc, c'est beaucoup plus la fille... même s'il arrive que des garçons puissent en pâtir, mais c'est surtout la fille qui est vraiment... qui est vraiment touchée. Par... Monsieur Kaboré, on va revenir avec vous. Quand on parle de développement, on parle aussi de maîtrise de la population, le boom démographique, tout ça, ça y est pour quelque chose en termes de conséquences, en termes d'inconvénients. Est-ce que dans vos études, vous avez déjà pensé au poids que ces grossesses non désirées là apportent sur le boom démographique burkinabé? Le poids que ça apporte sur le boom démographique, bon, c'est vrai qu'une grossesse qui n'arrive pas à terme, ça veut dire qu'au niveau de l'accroissement de la population, c'est une perte. Parce que normalement, une grossesse devrait aboutir pour qu'on ait un enfant, qu'il se développe et contribuer à l'accroissement de la population, mais on se rend compte que ces grossesses-là, puisqu'elles n'aboutissent pas, ça constitue un frein. L'autre élément, c'est surtout au niveau même de la participation de ces personnes-là dans le développement. On a dit, il y a les conséquences par rapport à l'éducation même de la fille. Les acquis qu'elle a au niveau de l'éducation, c'est compromis. Parce qu'elle va passer le temps à se morfondre sur sa situation, elle ne peut pas se concentrer pour acquérir suffisamment de conséquences et de connaissances, et par conséquent, à terme, elle ne peut pas suffisamment contribuer pour le développement. Ça, c'est il y a l'autre aspect aussi, parce qu'il y a beaucoup de ces grossesses-là qui deviennent des enfants. Et au Burkina, on a vu des chiffres qui disent un peu qu'à l'horizon 2050, on pourrait arriver
à 60 millions d'habitants. Il y a tout ça aussi. Si on est trop nombreux... Bon, là vous déplacez un peu le sujet, mais je pense que la question du nombre de populations, de mon point de vue, ce n'est pas un problème. C'est notre capacité à les utiliser qui est peut-être, notre incapacité à les utiliser qui peut être un problème. Sinon, le nombre, de mon point de vue, n'est pas un problème. C'est un atout. Normalement, ça devrait être un atout. Oui. D'accord. Oui. En fait, l'impact que ces grossesses non désirées ont sur l'économie, ce n'est pas au niveau de la croissance démographique, c'est au niveau de la capacité de ces jeunes filles à participer à la vie, au développement. Et le pays ne peut plus compter sur ces filles qui sont des actrices du développement. Donc, non seulement ça, et deuxièmement, ça permet... Comme on dit le plus souvent, si la pauvreté avait un visage, c'était un visage de femme. Donc, ça va accroître le chiffre des femmes dans des situations très difficiles. Quand je dis précaire, c'est le mot joli, sinon la pauvreté vraiment. Et encore accroître surtout le phénomène d'avortement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut que nous soulignions. Parce que ces grossesses précaires en milieu scolaire, ces filles se cachent pour aller avorter parce qu'elles en ont honte. Et dites-vous que nous tous, nous sommes des parents, ça peut nous arriver à tout le monde. Que sa fille soit enceinte, qu'elle ait peur de dire à ses parents parce que c'est interdit et qu'elle aille le faire de manière clandestine et elle peut y passer. On va vous appeler, on va dire, venez votre fille à l'hôpital, le temps que vous arrivez, une hémorragie, le docteur est là, il est à même d'expliquer. Et nous perdons la qualité dans la population. Et c'est comme ça qu'on devrait voir cet impact. Ce n'est pas l'impact de population, c'est l'impact de perdre des forces, l'impact de perdre des bras valides qui peuvent contribuer au développement du pays. D'accord. Merci. Le débat, il est ouvert. Hein? De l'autre côté, si vous avez quelque chose à dire, c'est bienvenu. Oui, alors. Okay. Je voudrais juste ajouter un peu pour dire que pour ces adolescentes qui ont 19 ans, de tout le monde que c'est 11% à peu près qu'elles contribuent à la fécondité de manière globale. Alors qu'elles ne devraient pas justement être là pour faire des enfants. Donc jusqu'à 11%, c'est énorme. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais le drame, il est double. Parce que non seulement elles ne vont plus aller à l'école, mais seront des mères de famille avec des niveaux de développement à elles-mêmes déjà pas importants. Alors qu'elles vont transmettre à leurs enfants. C'est ça. Voilà le drame en fait, c'est ça. J'aime dire souvent, quand la misère accouche de la misère, combien ça veut dire? Double misère. La misère au carré. Le professeur veut dire quelque chose. Le micro. Merci. Je pense que le docteur, il a bien caricaturé. C'est exactement cela. Quand la misère accouche la misère, comme l'honorable l'a dit, ça fait la misère au carré. D'accord. Si nous abordons la question de façon transversale et horizontale, on pourra trouver des solutions. Nous ne voulons pas que les jeunes filles tombent enceintes avant d'en en vouloir. Nous voulons que les jeunes filles aient les connaissances nécessaires dans le domaine de la sexualité pour mieux se comporter et lutter contre cela. D'accord. On va en venir, ce sont les solutions. D'ailleurs, les solutions qu'on va aborder déjà à cette étape de notre émission. Mais avant de passer à cette étape, il faut dire que lors de son passage à l'Assemblée nationale, Madame Honorable peut témoigner, le Premier ministre, je crois que c'était en février 2016, il a prévu, entre autres solutions, la révision des curricula d'enseignement en milieu scolaire par l'intégration des modules sur la santé sexuelle et reproductive. Il y a à peu près 7 mois, je ne suis pas bon mathématicien, mais il y a quand même longtemps, à ce jour, où en sommes-nous avec cette modification des curricula-là? Nous avons interrogé la directrice générale de la recherche en éducation et de l'innovation pédagogique. Elle est au ministère en charge de l'éducation nationale. Elle est également au micro de Rémi Lambert-Nébier. On l'écoute. Nous avons commencé à expérimenter les nouveaux curricula qui datent depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Et ces curricula sur lesquels nous sommes sont en expérimentation dans 6 régions du Burkina Faso. Il s'agit de la région du centre, la région de la Boucle du Moun, les Hauts-Bassins,
et le Sahel, l'Est et le plateau central. Et la thématique santé sexuelle et reproductive est prise en compte à travers un champ disciplinaire. L'expérimentation des curricula se passe d'abord dans les premiers sous-cycles, c'est-à-dire, si vous prenez le primaire, nous avons 3 sous-cycles. Le premier sous-cycle, c'est le CP1 et le CP2. Donc, nous avons expérimenté au CP1 l'année dernière. Nous avons suivi et nous avons évalué l'enseignement à ce niveau et les résultats sont probants. Actuellement, nous sommes en train de vouloir passer au niveau 2 de ce premier sous-cycle. Généralisé dans combien d'années? Comme je l'ai dit, nous avons opté d'expérimenter les nouveaux curricula de manière progressive. L'année passée, nous avons commencé avec le premier sous-cycle, comme je l'ai dit. Nous poursuivons avec la deuxième classe du premier sous-cycle. Et à la fin de l'année scolaire 2016-2017, nous allons faire une grande évaluation au niveau national et au niveau international, nous assurer du respect des normes au niveau national et au niveau international et passer ensuite avec les mêmes principes au niveau 2, c'est-à-dire le deuxième sous-cycle. Alors si les résultats sont encore probants, nous passerons au 3e niveau pour le primaire et dès que les résultats sont probants, très convaincants et l'expérimentation crédible, nous allons généraliser sur tout le pays par rapport à ce premier sous-cycle. Arrivé au second sous-cycle, si c'est probant, nous généralisons. Ça veut dire que d'ici 2019 à 2021, au plus tard, toutes les écoles de Burkina Faso seront touchées par les nouveaux curricula que nous sommes en train d'expérimenter et qui prennent en compte la santé sexuelle et reproductive pour une meilleure gestion vraiment de la sexualité des jeunes. Voilà, on est de retour sur ce plateau et à cette étape, nous allons informer ceux qui nous suivent depuis chez eux que le téléphone dont le numéro va défiler au bas de l'écran, vous pourrez intervenir en direct à cette émission pour pouvoir donner vos différentes contributions. Le MENA, on vous a écouté, hein? Quand on écoute la directrice générale, il nous faut 6 ans avant de penser à généraliser. C'est pas trop lent tout ça? Bien, merci. Bon, vous pouvez estimer que c'est long, mais je pense que c'est les processus pédagogiques et didactiques qui l'imposent ainsi. Et ça ne veut pas dire que pendant que les curricula sont en train de prendre forme, qu'il n'y a pas d'autres actions. Donc, c'est pour être sûr que... Il y a d'autres actions, mais déjà c'est ciblé. S'il y a des régions que vous avez ciblées, oui, telles qu'elle a dit. Oui. Oui, parce que le processus des curricula, c'est ainsi. Hein, on écrit, on expérimente et on rectifie et puis on généralise. C'est ça qu'il a. Ça ne peut pas aller plus vite que ça. Ça ne peut pas aller plus vite que ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres actions qui sont faites en attendant d'en arriver là. Parce que la question de la santé sexuelle et reproductive à l'école n'est pas seulement prise en charge au niveau académique, au niveau pédagogique. Il y a d'autres actions qui sont menées et modulées, et bien sûr, justement, avec des OSC en plus, mais aussi pris en charge par le ministère lui-même. Est-ce qu'on peut savoir un peu ces actions-là, quelques-unes? Ben alors, donc, déjà, la recherche que nous menons participe à cela. Ça, c'est pour justement sortir des stratégies et au niveau donc de la recherche de 2009, il est sorti donc un plan d'action pour justement la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Mais il y a des actions de sensibilisation et des actions qui sont menées
des activités parascolaires qui sont justement, qui préparent les enfants du mieux qu'on peut, parce qu'il faut maintenant arriver à toucher le maximum d'enfants parce que ce que je dois dire, c'est que c'est un problème de connaissance, mais c'est aussi un problème affectif, socio-affectif. Donc, on peut avoir l'information, mais tomber quand même dans le pied. Donc, il faut allier les deux. Donc, le curriculum prend en charge, mais il y a d'autres types d'actions qu'il faut mener et que nous menons, les sensibilisations que nous faisons. Et peut-être plus tard, lorsque vous me donnerez encore la parole, je dirai les perspectives, justement, en un temps, en tout cas d'ici la rentrée prochaine, par rapport justement à cette problématique des grossesses non désirées. On a des journalistes parmi nous. Il y a pratiquement 6 ans, vous allez réagir à ce que la directrice générale a dit. 6 ans, ça peut peut-être commencer après Roch comme président. Parce que le mandat présidentiel au Burkina, c'est 5 ans. Voilà, il peut ne pas mettre en œuvre sa politique peut-être. Ces précipitations, ça va être difficile parce que c'est des questions qui restent sensibles. Donc il faut savoir en tout cas doser comme il le faut de telle sorte que ça n'irrite pas et que ça également, les personnes auxquelles justement c'est destiné là, que ces personnes puissent mieux comprendre. Voilà, donc je pense que l'idée de phase pilote là, l'expérimentation dans certaines structures, ça permet effectivement de pouvoir corriger les insuffisances et mieux recadrer avant justement le passage à l'échelle nationale. Je pense que c'est une étape qui est très importante. Maintenant, on peut vouloir aller vite, mais produire finalement l'effet contraire. Donc je pense qu'il faut aller peut-être vite, mais bien. Donc si c'est le temps qu'il faudra, je pense que les techniciens certainement font leur analyse et en fonction de ça, ils vont décider donc de la suite à donner. Donc moi, je ne suis pas forcément pressé pour ça, mais pourvu que ça soit véritablement efficace. Comme elle l'a dit, ce n'est pas la seule action. Il y a des OSC qui sont sur le terrain, il y a des conférences qui sont organisées sur le terrain. Il y en a même qui veulent peut-être passer à l'offre de services, justement au niveau, donc, dans la mesure du possible au niveau des écoles. Je pense que c'est autant d'actions, c'est une conjugaison d'actions qui va en tout cas permettre effectivement de pouvoir prévenir, sinon réduire, en tout cas à l'air stricte expression, sa grossesse non désirée. D'accord. Je crois qu'il y a le professeur qui veut dire quelque chose. Merci. On viendra à vous. Alors, il y a MSI. Ok, d'accord. Oui. Alors, moi, je vois ça sous 2 aspects. Il y a l'information qu'il faut porter à l'adolescente. Donc, il y a le cadre formel de l'éducation, parce que toutes les adolescentes, malheureusement, ne sont pas à l'école. Donc, nous devons trouver tous les moyens pour que l'adolescente ait l'information. Par le MENA, pour celles qui sont à l'école, et également par d'autres moyens pour celles qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées et qui sont concernées. D'un autre côté, il y a l'offre de services des méthodes contraceptives pour que la grossesse ne survienne pas. Voici, et les deux volets doivent aller ensemble. Et à ce niveau-là, vous estimez que le gouvernement pêche ou... Disons que c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé, c'est ça? C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Si nous prenons par exemple l'offre contraceptive, je saisis l'opportunité pour faire un plaidoyer auprès de l'honorable député qui est avec nous ce soir. C'est une chance pour nous. L'offre contraceptive, pour moi, est insuffisante. Le gouvernement a fait de gros efforts pour les mesures de gratuité, notamment pour l'accouchement. C'est excellent. Mais l'offre contraceptive, il y a encore un coût à payer. Ce serait intéressant, dans la loi de finances, nous pensons qu'il y a une ligne budgétaire 500 millions qui est prévue, et ça c'est un gros effort parce que beaucoup de pays ont copié le Burkina, pour l'achat des produits contraceptifs. Mais cela reste insuffisant parce qu'au point de cession, il y a encore un franc symbolique à payer. Il faudra qu'on lève ce franc symbolique, honorable député. Il faudra qu'on lève ce franc symbolique et ça va permettre d'accélérer le processus de l'offre de services en termes de méthodes contraceptives en combinant avec l'information pour que si on ne peut pas empêcher le rapport sexuel à ce moment, eh bien qu'on puisse lutter sur ses conséquences en prenant les méthodes contraceptives. D'accord. On va permettre à MSI, avant de venir à l'honorable, parce que c'est à vous que le Premier ministre a promis. S'il ne tient pas promesse, vous allez... MSI? Oui, ok, voilà. Vous avez quand même de l'expérience en la matière. Vous avez écouté la directrice générale. Comment vous appréciez? Et s'il y a des apports? Déjà, les mesures telles que c'est mis en œuvre
progressivement. Comment vous appréciez? Ok, merci. Moi, c'est Dr Sawadogo Boubacar. Je suis le directeur assurance qualité chez Maristops Burkina. Et alors, pour revenir un peu à l'interview que nous avons en tout cas suivi par rapport à tout ce qui est expérimentation, en fait, je le retiens comme ça, hein, et avant en tout cas d'en arriver à des résultats probants et procéder à un passage en fait à l'essai. Et cela va nous prendre effectivement les 5-6 ans. Et il faut dire, quand on vit la réalité sur le terrain, il faut qu'on ait le courage de le dire que les 5 ans, 6 ans, c'est trop long. Et pendant ces 5 et 6 ans, il y a une tranche en fait de jeunes ou d'adolescents, ou en fait adolescentes, en fait, qui continuent et en fait de tomber enceinte sans vouloir en tout cas le désirer. Et qu'est-ce que nous continuerons de faire? Alors, et c'est que aussi, je voudrais aussi mieux comprendre, même si ce n'est pas sur ce plateau, peut-être autre occasion, parce qu'en regardant le scénario même d'expérimentation, j'ai bien peur en fait qu'on aboutisse à quelque chose. Parce qu'on a bien voulu commencer par l'échelle du bas. Pendant ce temps, le problème se trouve à un niveau plus élevé. Et on veut prouver un peu aux âges beaucoup plus bas et avant en fait de remonter. Et je pense que là, 6 ans, ça serait peut-être plus de 6 ans. Et je pense que le Burkina a une expérience à la matière aussi. Hein. Et il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a eu des interventions sur le terrain à la matière. Et je pense que nous devrons plutôt se baser sur ces acquis, ces points positifs et ces points... Pensez, vous faites allusion à quoi? Oui, je sais que c'est vrai, par rapport à mon âge, ok, mais je sais qu'il y a environ 20 ans, 25 ans, ce programme en fait, d'éducation existait bien au niveau de notre système. Et à un moment donné, ce système a été en tout cas banni ou rayé en fait, du programme, et sans qu'on ne comprenne réellement pourquoi. Et je pense qu'à partir de là, les phénomènes ont bien flambé, quoi, j'allais dire. Donc, voilà, pour moi, il faut aller sur cette base-là et tirer les leçons. Et à partir de là, on peut savoir où orienter les actions. Ce n'est pas un terrain vide en réalité. Pourquoi on a arrêté ce programme? Il faut répondre à cette question en réalité. Et tant qu'on n'arrivera pas à répondre à cette question et tirer des leçons, bon, on fera de nouvelles expérimentations. On a quelqu'un en ligne qui veut réagir. Ok, merci. Donc, vous, en un mot, vous préconisez des méthodes révolutionnaires. Il faut aller... Non, pas révolutionnaire. J'ai dit tout simplement, nous avons de la matière. Il faut évaluer les acquis qui ont été déjà posés. On tire les leçons et nous nous offrons un chemin beaucoup plus clair pour aller directement en fait, agir pour sauver... D'accord, on a quelqu'un en ligne, oui. Allô? Allô, on peut contribuer? Oui, allez-y, bonsoir monsieur, il faut vous présenter. Allô madame? Bonsoir monsieur, il faut vous présenter, c'est monsieur? Moi c'est monsieur Ouedraogo Ousmane du Conseil burkinabé des organisations de développement communautaire Burkassou. D'accord, vous êtes en direct sur BF1, allez-y. Oui. Moi en fait c'est pour dire que par rapport aux stratégies proposées, il faut éviter qu'on se confine à une seule stratégie. Parce que la dimension jeune me semble assez complexe. C'est une population à plusieurs composantes. Donc lorsque nous proposons des stratégies, il faut penser à plusieurs stratégies. Moi je pense un peu à ces jeunes du milieu informel, je pense à ces jeunes du milieu rural. Qu'est-ce qu'on envisage pour ces jeunes-là? Et la question des jeunes ne se limite pas seulement à la question des jeunes du milieu formel. C'est seulement des établissements scolaires. Je pense qu'il faut qu'on essaie de réfléchir beaucoup plus là pour trouver des stratégies adaptées à chaque composante et voir dans quelle mesure on peut avancer sur la question. Aussi, pour dire que le Burkina, comme le disait le collègue, je ne sais plus de quelle institution, on n'a pas su souvent tirer profit un peu des expériences déjà et tester sur le terrain. Lorsqu'on prend l'éducation en matière de population, je pense qu'il y avait des acquis. C'est parce qu'on a laissé tomber tout cela et on n'a pas pu tirer tous les enseignements de cette stratégie-là pour voir comment est-ce qu'on peut la répliquer autrement en l'adaptant, en améliorant un peu
la stratégie sur le terrain. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'acquis qu'on a laissé tomber. C'est vrai qu'avec l'avènement du VIH, la planification familiale n'était pas tellement une priorité aussi pour ces pays-là. Mais avec quand même la situation que nous vivons actuellement, je pense qu'il faille revenir un peu sur pas mal de stratégies qui puissent nous permettre. C'est ces stratégies couplées-là, je pense, qui permettront d'améliorer la situation. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci pour votre contribution, monsieur. L'honorable voulait dire quelque chose. Oui, en fait, je voudrais dire que si nous prenons les... Moi, je vais me mettre dans mon costume de parlementaire parce que non, par rapport au curricula, vous y êtes. Oui, parce que par rapport au curricula qui disent à l'action, par rapport à l'action de contrôle gouvernemental, c'est vrai que 6 ans, c'est les procédures, c'est le délai normal pour expérimenter ça. Mais je pense que vu l'urgence de la situation, il faille que le gouvernement mette plus d'accent. Nous savons que pour ça aussi, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de personnes participatives à ce projet, mais nous pensons vraiment, surtout moi en tant que femme, et puis mon réseau, c'est le premier axe de plaidoyer que nous avons pour lutter contre les grossesses non désirées en milieu scolaire, qu'il faille prendre plus de peur d'heurter certaines personnes. Et je pense qu'il faut heurter parce que la situation est arrivée... Il faut plus d'audace. Non, c'est même pas plus d'audace. Il faut vraiment heurter la conscience des gens pour qu'ils se réveillent et qu'ils sachent que nos filles meurent de ça, qu'ils sachent que nos filles arrêtent d'aller à l'école et les petits garçons continuent. D'accord, on a quelqu'un en ligne. D'accord. On va revenir, oui. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Je m'appelle Ouedraogo Adama. D'accord, vous êtes en direct sur BF1, allez-y. D'accord. Bon, je voudrais intervenir par rapport à ce sujet-là. Allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Moi, je suis parfaitement, je vais revenir, j'étais d'accord avec le monsieur qui parlait il y a 25 ans qu'on avait appliqué une méthode qui pouvait réduire ce phénomène-là. Mais je vais aussi contribuer, vous dire que, quant à moi, je voulais dire que les alcools et puis la drogue même contribuent aussi à ce phénomène-là. Tant que celui-ci-là est tout le temps fréquent dans notre pays, les jeunes n'arrêtent pas à se droguer ou bien alcooliser et puis se laisser aller avec ce phénomène-là. Donc, moi, en tout cas, je pensais que si le gouvernement pouvait faire un effort, réduire ces maquis-là à 2 mètres de cette porte, toutes les portes, gauche à droite, à des maquis en pareil, ce phénomène-là ne va pas cesser de ne pas se développer. Ça va même tripler même d'ici, en tout cas, 2025, 2000, choses comme ça. En tout cas, cela est ma contribution. Okay. Si on pouvait penser cela. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Voilà, d'accord. Oui. Honorable va terminer rapidement. Oui, permettez-moi de finir. C'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont dit tous, moi j'ai bénéficié de ça parce que moi j'ai fait le cours normal des jeunes filles et à l'époque il y avait l'éducation sexuelle, il y avait la cuisine, la couture, l'éducation sexuelle qui étaient des branches données à l'école et je pense que nous avons notre génération, je pense que nous avons fait de beaux progrès. Il faut vraiment qu'on revienne à ça, parce que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Nous, on a bénéficié de ça. Et ceux qui sont de notre génération, nous avons bénéficié de ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, entre-temps, ils ont arrêté sa question budgétaire ou il ne faut pas heurter la sensibilité des gens, je ne sais pas. Mais nous avons bénéficié de ça et ça nous a beaucoup aidé à l'époque. D'accord. Madame, une minute, oui, madame. Moi, c'est Diallo, African Monitor. Nous intervenons dans les ODD au Burkina Faso. Donc, ce sujet est une dimension que nous couvrons dans toute l'Afrique de l'Ouest. Comme l'honorable l'a dit, il faut capitaliser. On va vous interrompre une minute. Il y a quelqu'un en ligne. On va revenir. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. C'est monsieur? C'est Sawadogo Rasmane. Sawadogo Rasmane. Allez-y, vous êtes en direct sur BF1. Ok. Moi, ma petite contribution que je voulais apporter,
Je pense que la solution, c'est un peu tout près. Parce que quand j'écoute vraiment les intervenants, on cherche un peu trop loin. On n'a qu'à regarder l'éducation même dans nos établissements. L'habillement des filles à l'école. Quand vous croisez les élèves qui viennent de l'école, vous pensez que c'est des gens qui viennent du maquis. Mais alors que l'homme et la femme, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui se passe quand ils se frottent. Alors donc, il faut qu'on regarde cet aspect-là pour trouver une solution, pour cadrer un peu le comportement des enfants à l'école. Même quand on parle de les journées traditionnelles à l'école, c'est des journées où vraiment beaucoup de filles même perdent leur virginité. Tout ça là, ce sont des programmes. Moi, mes enfants ne participent pas à ces journées-là, puisque c'est des journées vraiment, quand vous arrivez à l'école, vous regardez les enfants, c'est grave. Alors donc, moi je pense qu'il y a des solutions à court terme qu'on peut prendre tout de suite, même à la rentrée qui vient là pour cadrer un peu le comportement des enfants à l'école. Là, pour un peu diminuer le laisser-aller qui se trouve dans nos établissements avant de trouver maintenant les solutions à long terme, quoi. Voilà, c'est ça ma petite... En tout cas, merci à vous, Monsieur Sawadogo. Madame, vous pouvez aller. Oui, je disais que j'avais parfaitement raison. J'alignais parfaitement le point de vue de l'honorable. Il est temps que nous arrêtons de faire la politique de l'Autriche au Burkina Faso. Nous connaissons le problème, nous savons exactement ce qu'il faut faire, mais personne n'a le courage de vraiment dire à la population et aux parents et aux enfants et aux gouvernants ce qu'il y a, ce qu'il faut faire. Il est temps que nous arrêtons ça. Il faut apprendre à capitaliser au Burkina Faso et d'arrêter ce recommencement perpétuel dans notre pays. On n'a pas besoin aussi d'argent pour tout. Même si les chiffres qui sont annoncés souvent, 500 millions, ce n'est plus le cas quand ça arrive à la signature. Nous le savons. Et il faut apprendre à mobiliser les fonds à l'interne. Tout ne peut pas venir de l'extérieur. L'extérieur ne nous donnera jamais assez de fonds pour régler nos problèmes. Et on n'a pas besoin d'argent. On a des jeunes très dynamiques. Par exemple, avec des simples clubs, ce que nous cherchons à faire en ce moment avec African Monitor au Burkina Faso, nous allons mettre en place des clubs ODD dans les écoles et dans les milieux les plus reculés possibles. Et on essaiera de faire avec ce qu'il y a sur le terrain. On se déplacera avec ce que nous pouvons, avec l'engagement de tout un chacun. Et pour ça, ça nous demande... Les clubs ODD, vous pouvez expliquer? Oui, les clubs pour les objectifs du développement durable au Burkina Faso. C'est dans ça que nous intervenons. Nous travaillons avec des associations de jeunes qui sont à la base, qui sont dans les villages les plus reculés, dont Rojalnu, avec lesquels moi je travaille au Burkina Faso. Ils sont là, ils sont dynamiques. Il suffit de leur donner la possibilité, souvent même pour apporter l'information simple à l'école. Toute la paperasserie qu'on te demande, comme si c'était pour ton propre bien. Alors que on dit éduquer... Donc pour vous, c'est une question de volonté? C'est une question de volonté, tout simplement. C'est une question de volonté collective et individuelle. Il ne faut pas chercher loin. C'est tout simplement ça. D'accord. Et il faut qu'on mette l'accent sur ça. D'accord. Merci, madame. Vous allez répondre à tout ça parce que vous représentez le ministère. Merci. Il faut qu'on vous charge assez avant que vous ne répondiez. Oui, allez-y, monsieur. Il faut vous présenter d'abord. Fidèle Bonaventure. Je suis le secrétaire général national des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale. Donc, j'apprécie beaucoup toutes les mesures qui sont prises pour essayer de résoudre ce problème de grossesse non désirée. On prend quelqu'un et on revient à vous. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames également. C'est quel nom, oui? C'est Traoré à Bogo. Oui, allez-y, vous êtes en direct sur BF1. Ok, bien, merci. Bien, je voulais dire merci à la dame qui vient d'intervenir, vraiment, parce qu'elle a commencé là où moi je voulais terminer. D'accord. Parce que si j'étais à Ouadou, je lui aurais payé Fanta. Parce que si vous savez, au Burkina, effectivement, il y a une difficulté. Depuis que Mme Ramata a intervenu, personne n'a envie de dire un peu le contraire. C'est un peu hic au Burkina. Depuis qu'elle a dit que ce n'est pas possible d'étendre ça sur l'ensemble des régions du Burkina Faso, personne ne veut dire le contraire. Tout le monde a tendance à assumer de dire le contraire. Ce n'est pas bien.
Ça dit au Burkina, on doit changer. Et l'honorable député là vient de dire que nous, on a reçu ça, mais personne ne propose le contraire à l'hémicycle et personne ne veut heurter la sensibilité du chef. Ce n'est pas bon. Proposons. Si on n'a pas accepté, au moins on aura eu le courage de proposer quelque chose. Maintenant, par rapport à ce que Mme Ouedraogo a dit en disant que ce n'est pas possible, je voulais lui poser cette question. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible d'étendre à l'échelle du Burkina Faso sur toutes les régions? Qu'est-ce qui empêche réellement? Parce qu'elle a dit, mais elle n'a pas démontré pourquoi ce n'est pas possible. Alors qu'on arrive à enseigner à des éducateurs partout, et un personnel de santé capable de donner des enseignements à tous les niveaux. Maintenant, pour le docteur de MSI. Alors, maintenant, je ne sais pas si cette offre éducationnelle leur donne le droit de donner des prestations de PF, de planification familiale, aux femmes qui sont même enceintes. Parce qu'il semble que chez eux, même quand tu es enceinte, quand tu arrives, il y a des possibilités. Est-ce que c'est sous le couvert de cette offre de santé-là, de planification-là, que cela est possible à leur niveau? Maintenant, à l'ensemble de tous ceux qui sont là-bas, maintenant, juste une question pour savoir où est leur réflexion sur la question. C'est vrai que le gouvernement a offert la gratuité aujourd'hui au Burkina Faso. Je suis d'avis, je ne suis pas contre rien du tout parce qu'il y a des gens qui arrivent à accéder. Je ne vais pas justifier ou dire que je compte. Ce n'est pas là mon intention. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que là, c'est une porte ouverte? Parce que la grossesse est gratuite. La surveillance, gratuite. L'accouchement, gratuit. Les soins de l'enfant, gratuits. Au Burkina Faso a toute cette mentalité-là. Vous croyez que sans participation, les gens sont capables maintenant de ne pas faire des grossesses à tout moment? Puis tout est gratuit. Donc c'était juste une réflexion sur cette partie de la vie ou du comportement des offres que l'État fait au Burkina, même sans être contre cette partie. D'accord. Voilà, merci bien. Ok, merci pour Et votre merci à la Table intervention. Africa, quoi, voilà, merci. Merci. Oui, on continue avec vous. Moi, je voulais juste intervenir par rapport aux différentes stratégies qui sont mises en œuvre pour réduire le taux de grossesse non désirée. Il y a de grandes actions qui sont menées, c'est très bien, mais ce que l'on déplore, c'est que la plupart du temps, les concernés même ne sont pas impliqués dans la prise des solutions. Prenons le cas donc des grossesses non désirées en milieu scolaire. Les premières victimes, ce sont les élèves, c'est nous les jeunes. Mais lorsqu'on veut en parler, lorsqu'on veut en discuter, lorsqu'on veut trouver une solution, la plupart du temps, c'est les adultes qui prennent des solutions et après on nous dit, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors qu'il faut que nous-mêmes, en tant que jeunes, que nous soyons impliqués. Par exemple, la nouvelle stratégie qui est en cours donc de mise en œuvre, en essai, est-ce que les jeunes sont impliqués? Est-ce que les élèves sont impliqués dans cette nouvelle stratégie? Si oui, à quel niveau? Parce que vous pouvez faire votre stratégie, établir votre plan et venir et ça ne va pas marcher tout simplement. D'accord, on va permettre aux MENA de réagir. Pratiquement, on est en fin d'émission. Hein, on est vraiment chargé, mais je pense que il faut que les uns et les autres comprennent que pour l'écriture des curricula, l'option qui a été choisie, c'est que justement, on aille progressivement. Et pour aller progressivement, il faut aussi choisir des sites d'expérimentation. Et ça a toujours été comme ça, même pour les programmes académiques. Par exemple, en sciences physiques, où je connais, c'est comme ça qu'on a procédé pour changer les programmes de 1966, par exemple, en 2007. C'est comme ça, on procède comme ça. Oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est que nous oublions, c'est que les uns et les autres semblent oublier en évoquant que c'est lent, c'est que nous avons dit que ce n'est pas seulement la prise en charge pédagogique. Il y a des actions qui sont menées sur le terrain et avec l'État, mais aussi avec les OSC. Madame parlait tantôt des clubs. Nous avons justement cette stratégie dans nos interventions. Nous avons mené plusieurs fois des campagnes de sensibilisation, campagne zéro grossesse, campagne pas plus tard qu'en juillet 2015, on était encore au Sahel sur ça. Donc nous menons des actions, nous n'avons pas encore pu toucher tout le monde. Et un phénomène que nous avons encore commencé à résoudre actuellement, qui peut effectivement nous aider dans la prise en charge parascolaire Non, je vais terminer. Je vais terminer parce que justement, c'est la question de la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire. Non, je termine. Parce que nous avons... On a quelqu'un en ligne, juste une minute. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Vous avez 30 secondes pour dire quelque chose. Oui, je
Je souhaiterais dire seulement que... Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct? Je peux parler? Oui, allez-y, allez-y. Bon, pour moi, je pense que l'émission est très bien. Désiré Tassambedo. Allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Voilà, moi je souhaiterais dire que de tout ce que vous dites est bien, mais je voulais simplement interpeller la direction de la santé et de la famille. Tout ce que nous faisons n'est pas, on n'a pas un document d'orientation jusqu'à l'heure actuelle sur la santé des jeunes et des adolescents au Burkina. Depuis le dernier plan qui est fini depuis 2015, on n'a aucun référentiel. Je pense qu'il n'y a pas que le milieu formel, il y a le milieu informel. Nos enfants qui sont à l'école, nos filles là, sont engrossées par les petits commerçants, par les grands commerçants, par ceux qui travaillent, comme ceux qui sont sur le plateau. Moi, je pense qu'il nous faut un référentiel. Il faudrait qu'on mette un vrai cadre de réflexion pour trouver les solutions les plus adaptées, en prenant en compte le besoin des jeunes et en les mettant au milieu de la réflexion. De ce qu'on dit, on ne veut que solutionner, on ne veut que donner des réponses immédiates. Mais il faut penser aux réponses les plus longues et les plus adaptées et dans la durée. C'est bien de commencer à travailler maintenant, mais mettons la réflexion dans la durée. À l'heure actuelle, je pense que c'est ce qui manque au Burkina. Nous n'arrivons à vue, nous n'arrivons pas ni à documenter ce qu'on a fait, ni à obtenir ce qu'on a fait. C'est ce qui manque au Burkina. Et je pense que sur votre plateau, prochainement, il faut intégrer d'autres acteurs qui ont des expériences, qui ont du concret pour ajouter, en tout cas pour mieux enrichir. Et la dame qui disait tout de suite que les fonds doivent être mobilisés. J'ai discuté tout dernièrement, on me disait que la DSF n'avait pas l'argent pour finaliser, pour valider leur plan 2015, 2016, 2020. Est-ce que seulement les référentiels sont faits pour l'État ou bien c'est fait pour les acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé, spécifiquement dans la santé des jeunes et des adolescents? C'est la question que je pose à tous les intervenants qui sont là-bas. Chacun travaille de son côté. Il est temps que nous puissions travailler ensemble parce qu'il y va de l'avenir du Burkina. Sans éducation, aucun développement possible. Je vous remercie et merci pour l'initiative. Merci, on vous a très bien compris. On va lui permettre de terminer parce qu'elle a été assez chargée, oui. Il y a la prise en charge pédagogique qui suit c'est un processus qui suit son cours, mais il y a des actions qui sont menées par les services de l'éducation, notamment celle de l'éducation des filles. Et je parlais tantôt donc de la gestion hygiénique des menstrues. Nous avons fait une recherche dans ce sens et il est ressorti effectivement que ça peut être une porte d'entrée pour aider à résoudre ces questions de grossesse précoce en milieu scolaire. Parce que, et alors, nous avons élaboré des outils de communication pour pouvoir aider les jeunes filles et les jeunes garçons à avoir l'information très tôt, en attendant que justement ce processus, parce que c'est un processus, on ne peut pas résoudre ce problème par une seule stratégie. La stratégie du curricula est là, elle suit son cours, elle va aboutir, mais la stratégie qui passe par des actions concrètes à l'endroit des élèves et des enseignants, elle aussi, elle est là. C'est ce que les gens ne voient pas apparemment. Oui, c'est ce que les gens estiment qu'on ne voit pas, c'est pas suffisant. Oui, mais on va nous voir davantage parce que c'est un gros nouveau maintenant. Alors donc, on sera tous encore. Je voudrais ajouter juste en perspective que justement par rapport à l'offre de services, nous avons dans le cadre justement des stratégies un projet qui va être mis en œuvre à partir d'octobre sur justement la promotion de l'éducation des filles au secondaire, qui a mis un gros volet sur justement la santé sexuelle et reproductive, mais c'est justement les activités parascolaires d'offres d'information, mais d'offres de services, mais bien sûr en utilisant les compétences de la santé et d'autres associations. D'accord, vous avez levé la main il y a quand même longtemps, oui. Alors, merci beaucoup. Christian Ouedraogo, je suis coordinateur campagne au sein d'Amnesty International au Burkina Faso. Alors je me lis un peu dans le sens de la recherche des solutions rapides et efficaces. Effectivement, le fait d'avoir des politiques qui vise à inclure l'éducation sexuelle et reproductive au sein du système scolaire est l'une de nos recommandations. Mais il est clair que, vu les délais, on a besoin vraiment de développer des actions. Et comme on l'a dit ici, l'un des problèmes, c'est la sensibilisation. Une minute, quelqu'un en ligne, oui.
Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je voulais participer à l'émission. Oui, allez-y, c'est monsieur? Voilà, Milogo Pascal. Monsieur Pascal? Milogo. Milogo. Allez-y, monsieur Milogo. En fait, c'est pour dire que moi j'ai quand même 38 ans. Allô? Oui, oui, allez-y. Je dis, moi j'ai 38 ans, mais quand on veut voir avant l'éducation et puis aujourd'hui, par exemple, ceux qui viennent s'asseoir à la télé. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, ceux qui viennent s'asseoir à la télé pour parler, par exemple, quand on parle de maquis, de drogue, de quoi, ce sont ces mêmes gens-là, leurs enfants amènent les tabac, drogue à la maison. En fait, c'est ceux qui ont l'argent, on veut dire. Ça ne profite pas. C'est l'éducation, toute la base, c'est l'éducation. Sinon, ça n'a rien à voir. C'est les mêmes qui viennent s'asseoir à la télé, qui disent que non, l'éducation, c'est quoi les enfants? Oh, pourtant, c'est leurs enfants qui vont aussi contaminer les autres parce qu'ils ont l'argent, cadeau. On ne profite pas, on ne sait pas. C'est les mêmes, il n'y a pas d'éducation. Ok. C'est ça le problème. D'accord, merci, merci. Non, voilà, c'est ça. S'ils pouvaient vraiment voir, c'est l'éducation seulement. Non, avant, là, c'était pas comme ça, mais aujourd'hui, ceux qui viennent, même les maquis, les maisons dont on parle là, c'est des gens qui ont profité il y a longtemps, qui ont 20 maisons en location, 60, qui sont là, qui augmentent encore. Est-ce que ces gens-là peuvent voter une loi contre cette ils ne peuvent pas. Donc, ils peuvent voir ce côté-là, quoi. Ok. Merci, voilà, merci, monsieur merci. Milogo. Voilà. Bon, tous ceux qui sont à la télé n'ont pas l'argent. Hein? Ça, c'est sûr. Au niveau d'Amnesty, on essaie de développer ce côté qui, en réalité, on parle de l'école, mais en réalité, il faut voir que les femmes même n'ont pas cette capacité-là de décider, d'aller vers l'information. Et même quand elle a l'information, elle est bloquée. Parce qu'il y a tout le système, c'est les hommes qui décident. En matière de planification familiale, mais ce sont les femmes qu'est-ce que vous proposez? Alors, il faut sensibiliser. On a dit ici qu'il faut dire la vérité aux gens. Les femmes n'ont pas l'information, elles n'ont pas la capacité de décider en matière de sexualité et de reproduction. Ce sont les hommes. Et donc, et comme disait également notre collègue, mon collègue jeune, on n'implique pas la femme elle-même. Et donc, ça se déteint au niveau du système scolaire. L'autre problème, c'est que quand on a l'information, il faut avoir accès donc, aux services. Et on voit que ça manque réellement au niveau même du système. Parfois, c'est loin des écoles, etc., etc. Donc, il est important qu'on voit un peu la capacité des femmes à pouvoir aller vers l'information, de décider et de pouvoir avoir accès aux services. D'accord. Voilà. On va revenir à vous. Vous voulez réagir sur l'appel, mais on va revenir à vous. Honorable, vous avez été interpellé par un téléspectateur qui disait que vous ne proposez pas à l'Assemblée nationale. Vous avez de belles idées, mais vous ne proposez pas. Mais il faut que nous puissions situer le contexte de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a deux rôles principaux. C'est le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que le consentement de l'impôt aussi, c'est le vote des lois. Donc, nous ne pouvons pas... Oui, nous proposons des lois. Aujourd'hui, si vous voulez des lois, nous avons assez de lois qui couvrent ça. Mais c'est la conformité de ces lois et l'application de ces lois qui pose problème. Donc là, à travers ce réseau Femmes et Développement et à travers nos partenaires, nous allons recenser toutes ces lois, revoir comment elles peuvent être appliquées au bon moment pour que les femmes aujourd'hui au Burkina Faso puissent s'épanouir. C'est ce que je vais aborder dans le sens du jeune qui a si bien dit, on n'implique pas assez les femmes dans les décisions pour les femmes. On pense dans les bureaux et on veut appliquer. Les femmes ont beaucoup de problèmes. L'accès aux méthodes contraceptives, que ce soit la jeune fille, pire, que ce soit la femme, elles ne peuvent pas aller d'elles-mêmes parce qu'elles ont un contrôle là. Donc il faut au moins déjà enlever cette barrière, permettre à la jeune fille ou à la femme de décider pour elle. Et ça, c'est un autre combat pour les femmes que nous allons mener. D'accord, on prend quelqu'un en ligne et puis on revient. Il ne faudrait pas que j'oublie la question parce que un des téléspectateurs a dit qu'il ne faudrait pas se limiter au cadre formel de l'enseignement. Vous devez pouvoir proposer pour que ça s'ouvre à ceux-mêmes qui ne sont pas à l'école. Mais on prend ce téléspectateur et on revient. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est Adama Sawadogo. Monsieur Sawadogo, allez-y, vous êtes en direct sur BFM. Oui, je voudrais apporter un peu ma modeste contribution par rapport à la question de la lutte contre les grossesses non désirées. Allez-y. Parce que je voudrais inviter les gouvernants à réfléchir sur le côté coercitif. Je voulais parler ici de la réglementation
ou qui interdit donc les grossesses non désirées. Ici, il ne s'agit pas de parler donc de grossesses non désirées s'il n'y a pas de sanction, s'il n'y a pas donc un dispositif qui accompagne ces trucs-là. Dans le milieu éducatif, les gens parlent donc des PAM, qui disent des petits avantages du métier. Et ce sont les acteurs même du monde éducatif qui, en réalité même, enceintent nos sœurs. Et que faut-il faire? Et lorsque ces gens-là font du n'importe quoi dans les établissements, et il n'y a pas de sanctions, vous voulez quoi? Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut sanctionner. Il faut quelque chose qui sanctionne. Et là, ça va encore faire peur et ça va diminuer un peu donc les grossesses non désirées. Ça, c'était ma contribution par rapport donc à cette question de lutte contre les grossesses non désirées. Ok, merci. On va venir à vous. Mais il y a l'association des femmes juristes. Oui, vous êtes là. Il y a quand même des exemples. Il y a des pays qui donnent de bons exemples quand même en matière de sanctions ou en matière de réglementation pour pouvoir décourager ceux qui enceintent les filles. Merci, je m'appelle Sinare Fatimata, je représente l'association des femmes juristes ce soir sur ce plateau. Effectivement, il faut dire qu'au Burkina Faso, spécifiquement, cette loi SR que nous avons ne prévoit pas de répression en la matière. C'est vrai qu'on parle de grossesse non désirée, mais quand on rentre dans le contexte, on n'a pas, ce soir, personne n'a évoqué les cas d'inceste et de viol, par exemple, qui sont fondamentalement, en tout cas, les lignes de mire, d'adresse au niveau de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Et ce serait très intéressant pour nous. Ce que nous aurions souhaité, c'est que cette loi SR, elle soit revue. Parce que notamment il y a plusieurs années qui sont passées, donc ça ne s'adapte plus non seulement au contexte. Elle existe depuis 2005 qu'elle a été votée et une décennie est passée. Elle ne prend pas en compte certaines réalités en matière de façon laconique. Que stipule ce texte-là? La loi sur la santé sexuelle et reproductive, elle précise seulement les droits. On a droit à ceci, on a droit à cela, on ouvre aux jeunes et aux adolescents, mais rien n'est prévu pour être mis en place et pour que l'effectivité de ces textes-là soit vraiment très remarquée au niveau du pays. On dit seulement, par exemple, que les jeunes et les adolescents ont droit à accéder aux services et aux soins de santé sexuelle et reproductive, sans dire comment et sans dire si jamais un jeune, par exemple, se sent frustré parce qu'il s'est présenté à ces services de santé. Quelles sont les répressions à l'endroit de, par exemple, ce prestataire, entre griffes, si je peux le dire ainsi, ou de cette personne hors de ce service qui ait influencé l'accès d'une certaine manière à de ces jeunes et de ces adolescents. Donc, c'est pour dire que le service même n'est pas adapté aux jeunes et aux adolescents. Ce qui doit être fait. Donc, comme les gens le disent, c'est vrai, si on peut revoir un peu les textes, préciser davantage ces choses, donc je vais lancer un appel, c'est en même temps un début de plaidoyer à l'endroit de l'honorable, voilà, et revoir un peu ces choses-là pour préciser davantage et prévoir des mesures répressives à l'endroit de toutes les personnes qui contribueraient en tout cas à assombrir l'épanouissement des jeunes filles au milieu scolaire ou à l'extérieur même de l'école, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas à 100% que toutes les filles ont accès, comme les textes le disent, à l'école. D'accord. On a quelqu'un en ligne, on le prend avant de passer à vous. Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Okay. C'est monsieur? Bouba, papa. Monsieur? Bouba. Bouba quoi? Oui, papa. D'accord, allez-y, vous êtes en direct. Oui, et moi je vois que cette situation, en quelque sorte, on ne dit pas la vérité aux gens. Quand on voit aujourd'hui, on veut éduquer nos enfants d'aujourd'hui avec les méthodes anciennes. Ce qu'on nous a appliqué, moi j'ai la trentaine évolue, ce qu'on nous a appliqué comme modèle d'éducation,
c'est difficile de l'appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ont accès à tout. Les enfants ont accès à tout et on veut les appliquer les méthodes anciennes. Ce n'est pas possible. Il faut pouvoir dire la vérité aux gens, aux enfants. Quand on regarde sur nos pays voisins, on voit la promotion par exemple des préservatifs. Les enfants, on fait comprendre à une fille qu'elle ne doit pas sortir sans avoir un moyen de protection. Aujourd'hui, c'est sûr que quand on va présenter ça dans nos télés, les gens vont commencer à critiquer, alors que c'est des méthodes très efficaces. Pourquoi ne pas faire passer aujourd'hui, quand on voit, aucune fille ne sort sans son smartphone. Si aujourd'hui, les filles ont au moins leurs 2 sachets de préservatifs dans leur sac, autant comme elles portent leur smartphone, elles pourraient les utiliser quand le problème va se poser. Mais quand on va proposer, c'est comme si on disait que non, on incitait les filles à aller à la débauche. Et pourtant, s'il n'y a pas de moyen de protection, il va de soi que la fille va tomber enceinte. Donc, je pense que c'est ma petite conclusion. Ok. Et en tout cas, si on peut voir ce côté, faire la promotion des méthodes de protection, ça va beaucoup aider. D'accord. Merci. On passe à... Oui, allez-y. Merci. Et je pense que... en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Alors, c'est juste... Voilà, non, justement, nous sommes... des solutions. Nous sommes aux solutions. Et je pense que c'est l'opportunité pour Marie Stopes ici de partager en quelques secondes son expérience en termes d'approche jeune et solutionnement, en fait. Et quand nous sommes là, nous parlons de grossesse non désirée. Bien sûr, c'est parce qu'il y a... il n'y a pas eu suffisamment de prévention et qu'on parle en fait de grossesse non désirée. Et si, comment dirais-je, la grossesse est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, notre expérience, c'est quoi? Il faut dire que nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Et l'expérience la plus récente est l'ouverture en fait d'un centre d'appel à Ouagadougou ici, qui a un numéro vert qui est gratuit et accessible sur l'ensemble du territoire en fait burkinabé. Donc, et ça m'amène tout simplement à dire que c'est une des solutions à comment toucher en fait toutes les cibles. Alors, les jeunes qui sont en milieu scolarisé, c'est bien, mais les jeunes aussi qui sont dans le secteur informel. Voilà. Et ce numéro, il est gratuit. Si vous permettez, on peut donner ce numéro. Hein. Oui, voilà, puisqu'il est gratuit à travers tous les 3 réseaux mobiles et le fixe aussi. Donc, on peut nous joindre en tout cas au 80 00 12 07. 80 00 12 07. Et là, on a accès à l'information, puisque la question de l'information a été posée sur ce plateau. Et l'information étant donnée, on vous oriente vers des services de prestation pour aller vers la prévention. Vraiment, c'est une expérience qui porte et on a des résultats à la matière. Pratiquement 45% de ceux qui appellent sont des jeunes. Voilà un chiffre que je donne comme ça, terre à terre. D'accord. Voilà, merci. Professeur, ce que vous allez dire à valeur de conclusion, parce que on est pratiquement en fin d'émission pour le professeur en 30 secondes, pas plus. Je voudrais apporter des solutions novatrices, parce qu'il faut aller au-delà de MENA, parce qu'il y a plus d'adolescentes qui ne sont pas à l'école que celles qui sont à l'école. Donc la préoccupation, elle est nationale, elle n'est pas seulement pour celles qui sont à l'école. Je propose d'utiliser la téléphonie mobile dans toutes les langues. Il suffit de souscrire, vous recevez des messages. Si vous ne parlez pas français, vous captez votre langue, on va vous parler au téléphone à l'abri de votre tante, de votre mère, de votre sœur. Vous aurez toutes les informations. Et ça, c'est à l'échelle parce que les réseaux couvrent tous les pays. Il suffit de faire un programme et ça va marcher. Ça, c'est au niveau de l'information, une solution novatrice. Au niveau de l'offre de service, j'interpelle l'honorable député. La loi, personne n'a parlé de l'avortement ici. Personne. Personne n'a parlé de ce sujet choquant. Et pourtant, on les voit tous qui viennent pour nous demander des services. On leur dit, nous ne faisons pas l'avortement, c'est interdit. Après, on voit l'adolescente, elle est morte parce qu'elle allait tenter de faire un avortement. Je souhaite que cette question-là, on pose cette question-là et que tout le monde apporte sa contribution parce que ceux qui ont légalisé l'avortement,
n'iront pas plus en enfer que ceux qui ne l'ont pas fait. Merci. D'accord. D'autres occasions viendront peut-être. On viendra. Monsieur Kaboré vous dit quelque chose. Sa valeur de conclusion en même temps. Oui, c'était pour aller dans le même sens. Parce que la question des grossesses non désirées, ce n'est pas seulement le milieu scolaire. Ça concerne tous les jeunes. Et donc, il faut mettre la stratégie pour que les gens aient l'information. Il y a des propositions qui sont faites par là. Mais ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas seulement le jeune. Même l'adulte a besoin de l'information pour pouvoir accompagner l'enfant. Et il est ressorti que souvent, quand le jeune a besoin de l'information, il pose à son enseignant, qui lui dit pose à ton père qui le renvoie à l'enseignant. Donc, souvent, il ne sait pas où aller. Avec les nouvelles technologies, il y a des possibilités et je pense qu'il faut l'exploiter. D'accord. Merci. Honorable, votre conclusion en deux mots? Oui, en fait, ma conclusion sera simple. Moi, je suis parlementaire. En tant que parlementaire, nous votons les lois. Vous avez été beaucoup interpellé. Voilà, nous votons les lois. Aujourd'hui, je suis interpellée par la femme juriste qui disent qu'il y a une insuffisance au niveau de la loi SR. Moi, je serais heureuse de revoir cette loi et de la porter à l'Assemblée nationale parce que je suis une femme et je pense que les femmes ont besoin d'être écoutées. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport au docteur Charles May pour les grossesses, c'est que vraiment, il faut qu'on arrive à ne pas avoir de grossesse. Parce qu'aujourd'hui, les grossesses sont interdites, les avortements sont interdits, c'est vrai. Mais il faut qu'on travaille en amont pour qu'il n'y ait pas de grossesse. Donc, la loi sur la gratuité des contraceptions, je voudrais bien la porter aussi parce qu'il faut que nos jeunes filles soient protégées. D'accord, ça fait déjà 2 lois. L'émission a déjà commencé. Il faut que nos jeunes filles soient protégées. Et moi, j'ai une fille et je ne voudrais pas un jour qu'on m'appelle pour me dire qu'elle a essayé d'avorter parce qu'elle n'a pas voulu me dire comment les choses se passent. Donc, vraiment, il faut qu'on voit ça et je serais heureuse de porter ces 2 lois. Merci, honorable. Merci. Oui, docteur. Okay, merci bien. En 10 secondes. D'abord, pour répondre à un des discuteurs, c'est que le gouvernement n'est pas resté là à ne rien faire. Il faut s'assurer. Il a parlé du plan stratégique. Il est disponible. C'est même l'exemplaire que j'ai devant moi. Ça veut dire que dans peu de temps, ils l'auront là, et tous, justement. Et ça, justement, dans la solution, tous ces acteurs sont impliqués. Voilà, quoi qu'on aura les moyens de les mettre en œuvre. Également, sur le terrain, il y a également les centres jeunes que nous avons mis en place. Depuis un peu de temps, il y a quand même eu au départ des difficultés de fonctionnement. Mais on pense que ce sont des problèmes qui vont être résolus parce que c'est des problèmes de compréhension au départ, qui seront bientôt, en tout cas, assez résolus et que nous allons pouvoir les valoriser assez bien pour répondre à la question des jeunes. Comme tout à l'heure, on a dit, ce n'est pas seulement s'ils sont à l'école, c'est vrai. S'ils ne sont pas à l'école, où ils vont aller? Et ces centres jeunes-là sont également des lieux pour eux. Voilà. D'accord, mais on estime que vous ne communiquez pas assez, hein? Ça, c'est vrai. Très souvent, nous sommes des mauvais communicateurs, malheureusement. D'accord. Oui. Il faut changer ça. Madame, pour... Merci. Alors, donc, pour dire que... Une minute, on va vous arracher la parole. Il faut qu'on termine peut-être par vous, parce que ça vous concerne tellement. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Une minute? Merci beaucoup et je m'excuse de prendre la parole, même si ce n'était pas prévu. Et je voulais rebondir parce que professeur Charles May a... En 2 minutes. Oui, professeur Charles May a parlé de 500 millions. 2 secondes, je veux dire. Oui, de 500 millions, n'est-ce pas, un engagement pays que nous nous rappelons pour la couverture PF. J'aimerais juste rappeler au professeur que ces 500 millions, l'allocation de ces 500 millions n'ont pas été suivis. C'est toujours en baisse. Et moi, je profite ici, lancer encore un regard vers le Parlement, parce que c'est eux qui votent la loi. Et il y a la session parlementaire qui va s'ouvrir bientôt. J'aimerais bien que les parlementaires regardent entre les lignes pour voir. Parce que les jeunes sont là. Ils ont approché beaucoup de structures et nous avons fait les preuves que l'État ne place pas les 500 millions de francs CFA pour la sécurisation des produits contraceptifs, comme il avait promis à Londres. Depuis Londres, ils ont pris cette décision depuis 2012. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, madame. Madame Ouedraogo, votre mot de conclusion en 10 secondes. Oui, on est inexorablement à la les grossesses non désirées, les grossesses précoces en milieu scolaire, le MENA est vraiment chargé. Le MENA est engagé dans un processus de prise en charge pédagogique donc de la question, même si vous estimez que c'est
c'est lent, mais en tout cas, c'est pour que ce soit pris en charge correctement. Mais vous conviendrez avec moi que beaucoup de gens, tout le monde doit jouer sa partition, et le MENA fait la partition pédagogique. Elle fait aussi, le ministère donc, fait aussi les actions de sensibilisation, et j'ai parlé tantôt donc des outils de communication sur la gestion hygiénique des menstrues, qui donnent justement l'information à la jeune fille à travers donc des activités parascolaires. Il y a aussi les centres jeunes que nous voulons utiliser, donc les centres jeunes du ministère de la Santé. Alors il y a beaucoup d'actions. Et donc, ce qu'on nous reprochait justement, c'est ça, on n'est pas sur le terrain, et je pense que vous allez être sur le terrain. Nous allons être beaucoup plus sur le terrain. On était, mais on va encore beaucoup être sur le terrain. Merci, madame. C'est pratiquement fini pour cette émission consacrée aux grossesses non désirées en milieu scolaire. Le phénomène touche beaucoup de jeunes filles. Difficile d'épuiser une telle émission. Nous allons tout simplement rappeler que sur ce plateau, nous avions avec nous le docteur Issaka Compaoré. Il a représenté le ministère en charge de la Santé. Également l'honorable qui a eu quand même beaucoup de propositions ce soir, l'honorable Laurence Ilboudo Marshall, qui a représenté le réseau des parlementaires Femmes et Développement. Merci d'être venu sur ce plateau. L'Institut supérieur a également été représenté par M. Idrissa Kaboré. Il est chercheur, démographe, spécialiste en santé de la reproduction. Enfin, sur le plateau, le MENA, qui a eu quand même chaud, mais elle s'en sort, ministère de l'Éducation nationale, représenté par Madame Rasmata Ouedraogo, directrice de la promotion de l'éducation inclusive des filles et du genre. Merci d'être venu. Il y a eu ce public derrière avec cette qualité dans l'intervention qui a permis de rehausser le niveau du débat. Surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Restez surtout câblés à la chaîne Au cœur de nos défis parce que le meilleur est à venir. À bientôt. Bye bye.